Donc dans cette classe cTitre que je vais vous montrer, ici pour le titre du graphique, nous avons besoin donc de la désignation de ce titre. Alors cette classe sera rappelée plusieurs fois parce qu'il y aura plusieurs lignes qui seront générées au niveau du titre. Donc il y aura la désignation, la police du titre qui est utilisée, l'alignement pareil parce que votre titre peut être à gauche, soit centré, soit à droite, et la couleur de ce titre. Alors nous aurons même en plus encore un icône. Alors voilà, ça c'est la classe C-Infogène. Si je remonte donc encore d'un cran, nous allons retourner en fait ici. Et nous avons la classe C-Données que je vous ai montré vite fait tout à l'heure. Donc la classe C-Données, nous avons donc la valeur de la donnée, la désignation de celle-ci. Donc c'est là que vous mettrez le texte qui sera utilisé pour la légende et en même temps pour, lors du survol, hein, tout simplement. Ensuite, la couleur de cette donnée, comment sera-t-elle affichée dans votre graphique, avec quelle couleur. L'unité, l'unité, vous l'avez bien compris, hein. La visibilité de cette donnée, la surbrillance et l'ordre, ça ce sont les choses que je vous ai montrées tout à l'heure. Et vous avez la police donc de cette donnée pour savoir comment nous allons l'afficher sur les graphiques et la couleur donc du texte de cette donnée. Hein. Donc le texte évidemment qui présente cette donnée peut être d'une couleur différente de la donnée elle-même. La couleur D, c'est vraiment la couleur que l'on verra au niveau du graphique et la couleur du texte peut soit être, elle, au niveau aussi du graphique, soit au niveau de la légende. Voilà. Donc là, nous avons vu vraiment comment j'ai découpé les classes. Alors, si on veut continuer à regarder le code, il faut passer donc sur la fenêtre Fen Graphique 1. Cette fenêtre, Fen Graphique 1, va vraiment être la fenêtre centrale. Dans le projet, là je ferme donc tout. Dans la fenêtre du projet, vous avez vu, dans la section fenêtre du projet, vous voyez qu'il y a la Fen bulle. La Fen bulle, si je double-clique dessus, ce sera donc la mire entre guillemets qui s'affiche lorsque vous survolez le graphique. Et vous avez la fenêtre interne menu droit, qui est véritablement là le menu lorsque l'on passe le curseur à l'extrême droite du champ graphique et c'est le menu qui s'affiche. Alors, dans cette fenêtre, vous avez évidemment deux plans, le plan 1 que vous avez vu tout à l'heure et le plan 2 qui permet de sélectionner une période d'affichage. Le plan 1 étant des choses un petit peu plus généralistes, hein. Est-ce qu'on affiche la mire ou non, la légende, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on passe au-dessus. Alors j'ai fait le code qui gère cette option-ci, je n'ai pas fait le code qui active ou désactive cette option-ci. Cette option est activée par défaut. Donc là, si vous voulez, je vous laisserai finir ceci, il n'y a vraiment quasiment plus rien à faire. Par contre, j'ai fait le code de ce bouton-ci. Celui-ci, je vais regarder. Je crois que non, il n'y a rien eu de fait. Par contre, pour cette partie-ci, voilà, exporter 72 dpi, ça a été fait. Vous voyez, très peu de choses sont nécessaires. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, voilà pour l'explication rapide des fenêtres. Maintenant, la fenêtre principale, comme je vous disais, c'est donc la Fen Graphique 1. La Fen Graphique 1, alors lorsque l'on fait un graphique, la première chose qu'il faut faire, c'est récupérer les données. Alors, vous ferez F2 directement au niveau de la fenêtre. Et donc ici, vous voyez dans la partie déclaration, donc j'ai déclaré donc toutes des variables qui sont des objets et qui je récupère les données, donc mes données G. Hein. J'ai ensuite la variable qui s'occupera du titre. J'ai créé une variable pour la police, pour les icônes, pour la donnée véritablement, pour la légende. Enfin, vous voyez comment tout est décomposé.
La première chose qu'il faut faire, c'est récupérer les données. Alors ici, pour la récupération des données, donc je vais rentrer dans la procédure récupération de données graphiques. Hein. J'ai mis des noms assez explicites. Alors, évidemment, ce code peut paraître très longué. Bien évidemment, dans un cas précis, vous allez récupérer des informations qui proviendront très certainement d'une requête. Ici, je n'ai pas créé de base de données. J'ai fait ça vraiment directement en dur. Donc les données ici, c'est pour ça tous les blocs que vous voyez ici, ils sont répétés. Donc vous avez une donnée qui est rajoutée ici, hein, juste de cette ligne-ci à cette ligne-ci. Et donc vous avez à chaque fois une donnée, deux données, trois données jusqu'à cette ligne-ci. Donc c'est vraiment là on s'occupe du titre. Alors comment on fait le titre si vous voulez, c'est un ensemble de lignes. Donc je crée ligne par ligne. Ma donnée titre, si vous vous rappelez que je fais un F2, c'est un C-titre. Le C-titre, pour vous rappeler, une ligne de titre, c'est donc un texte, la police du texte, l'alignement de ce texte et la couleur de ce texte. Donc là, je remonte en arrière. La première ligne, si je vous montre le cahier des charges, la première ligne, il fallait écrire infographie simple. La deuxième ligne, c'est votre graphique design. Et la troisième ligne, c'est la seule limite et votre imagination. Et après, il faudra placer l'icône. Alors, comment ça se traduit ça en code? Infographie simple, donc c'est ma donnée titre. Je lui donne donc sa désignation, infographie simple. Ensuite, je spécifie la couleur. La couleur ici, pour la connaître, la 8B3842, c'est très simple. Il faut aller sur Photoshop, souvenez-vous. Il faut donc venir ici avec la pipette. Et vous allez, alors si vous voulez grossir, vous faites CTRL plus. Ça permet de faire un zoom avant. Ensuite, vous allez ici et vous cliquez. Alors, il y a des trucs qui sont manquants, c'est bien. Mais on a récupéré, vous voyez ici, la couleur. Hop, et on a 8B3842. Comme par magie, c'est ce que l'on a ici, 8B3842. Et ensuite, donc, vous avez compris, la police c'est Oswald 19, la police titre, on dit que pour la police c'est celle que l'on a conçue ici. L'alignement, on dit que c'est un alignement gauche. Alors, ici, vous voyez, j'ai utilisé une énumération. Donc, si vous allez là-dessus et que vous faites F2, j'ai créé donc au niveau du code d'initialisation du projet quelques énumérations, notamment celle-ci qui permet de dire l'alignement. Donc si c'est à gauche, ça renvoie à G, D pour droite, C pour centre et J pour justifier. Ensuite, il y a une autre énumération, ça c'est notamment, je pense qu'elle sera utilisée, si je me souviens bien, pour le menu, on l'affiche ou on le cache. Et donc, il y a une dernière énumération ici. Pour ceux qui ne connaissent pas les énumérations, je vous conseille d'aller voir l'aide de WinDev, qui est très bien faite là-dessus. Enfin, une énumération, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, vous pouvez donner directement les énumérations ici et ne pas spécifier une valeur, ou spécifier une valeur si vous voulez que lorsque vous l'utilisez, ça soit juste le G qui soit renvoyé et pas le à gauche. Donc... bon, voilà, donc allez voir l'aide, c'est très bien fait. Alors, voilà pour l'énumération, voilà pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, votre graphic design, je vous le montre ici. Votre graphic design, on le voit ici. Et donc, la couleur, ici, c'est donc 60, 52, 61. Avec la pipette, j'ai fait un clic gauche sur vraiment la partie. Et donc, à tous les coups, on doit avoir ça. 60, 52, 61, voilà. Et la dernière couleur ici, pour la dernière ligne, qui est 2BAA9D, c'est quand j'ai cliqué. Alors là, oui...
Alors ici, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment zoomer plus fort. Donc, il faut encore monter. Et hop, on va. Donc ici, je ne sais plus laquelle j'ai pris, mais 2B, AA, 9D, ben voilà, c'est quand j'avais pris cette couleur ici. J'avais pris une partie un petit peu plus foncée. Et donc, voilà comment on passe de Photoshop au code WinDev. Donc là, je vais réduire un petit peu. Voilà comment, en fait, quand vous travaillez, que vous travaillez sur un bloc, vous utilisez vraiment Photoshop en même temps que vous codez. Donc voilà pour la couleur ici. Et donc à chaque fois c'est la même manœuvre, hein. Ça veut dire que on crée un tableau de de mes données graphiques, hein. On va dans Info générale, parce que rappelez-vous ceci, si je fais un F2, mes infos générales, c'est le C-Infogène. Et puis après, on va dans la partie titre. Pourquoi? Parce que si on va dans C-Infogène, il y a aussi titre. Et titre, c'est quoi? C'est tout ceci. Donc, comme je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, on va vraiment dans le détail. Et donc là, on veut créer une ligne de titre à chaque fois. Donc on fait exactement 3 fois la même chose avec les textes différents qui vont bien, les polices différentes, hein. La première, c'est une écriture un peu plus petite. Ici, c'est une écriture un peu plus... Enfin, pas mal plus grande, et en plus avec une graisse, parce qu'entre Oswald et Oswald Medium, ça change pas mal la donne, hein, vous voyez, Oswald normal et Oswald Medium, vous voyez, et puis l'autre sera plus petit, et je pense d'une police plus light. La preuve, le dernier, voilà, c'est un Oswald light, et en plus il est plus petit. Mais ils sont tous alignés à gauche. Ils sont tous alignés à gauche, en effet, ils sont tous alignés à gauche. Voilà. Donc, on a fait ça pour la partie titre. Ensuite, on va faire ici la dimension du canevas. La dimension du canevas, donc là, on spécifie véritablement en fonction de votre champ image qui va accueillir le graphique. On vient spécifier la largeur et la hauteur du champ image. Dans cette classe-ci, je vous avais dit tout à l'heure qu'on parlait des marges. Ben, vous voyez la marge haute, droite, bas et gauche. Rappelez-vous, elles sont de 20 pixels. Pourquoi? Parce que ici, si je vais sous Photoshop et que je sélectionne, hop, je fais ceci. Vous voyez, automatiquement, il y a un magnétisme qui se fait. Je n'ai pas encore touché les deux repères bleus qu'il me dit déjà qu'il y a une largeur et hauteur pour le carré que je suis en train de former qui est de 20 pixels. En effet, il y a 20 pixels à chaque fois sur les bords pour ces 4 repères-là. 1, 2, le repère horizontal ici et le dernier ici. Donc, ce sont bien des marges de 20 pixels. Donc, je le spécifie ici. Donc, je le dis 4 fois. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Je dis que la couleur de fond de mon canevas, donc de mon champ image qui va être... Alors, je dessine dans une variable de type image, rappelez-vous, hein. Donc, la couleur de fond de mon graphique que je vais générer sera blanc. Ça pourrait être transparent suivant les cas, hein. Donc, à ce moment-là, on remplacerait ceci par i-transparent. Ensuite, qu'est-ce que l'on dit? Ben, l'icône titre, hein, parce que tout à l'heure, on a créé les lignes. Ah ben là, c'est dans Infogène icône titre que l'on va spécifier donc l'icône titre. L'icône titre ici .png, en fait, l'icône titre.png, ça correspond à ceci. Hein. Ce fichier-là, vous le retrouverez donc dans mes images dans le projet. Et on cherche directement le buffer parce que icône titre dans cette classe-ci, si je fais un F2, c'est une image. Donc pour pouvoir renseigner ce membre-ci, on fait directement un charge buffer. Voilà. Donc après pour la partie iconographique, après c'est tout le temps la même chose, hein. Ça veut dire que mon icône que l'on a dit tout à l'heure, mon icône c'est quoi si je fais F2? Ben, mon icône c'est un C
zone, icône, élément. Donc, on va spécifier, en fait, à chaque fois, l'icône qui va bien. Alors, en effet, il y a 1, 2, 3 icônes dans la partie iconographique, et il y a 3 textes en dessous. Donc, vous allez retrouver ça tout de suite ici. Vous avez l'icône. Donc, l'icône, on charge le fichier mir.png. Le texte, c'est 27.1K. Voilà. Ensuite, ma police, la police, c'est la police qui permet d'écrire ce texte-ci. Et ma police, elle a été spécifiée plus haut. Hein. Donc, comme elle n'a pas été modifiée, elle a été spécifiée plus haut, pardon. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est l'Oswald Medium 14. Ensuite, la police ici, le 2196 F3, c'est le bleu, pour pouvoir faire ce bleu-ci. Et visibilité de l'icône vraie, on veut qu'il apparaisse. Et donc, comme il y a plusieurs icônes, je mets ça dans un tableau d'icônes, qui est donc le zone icône, et je rajoute à chaque fois mon objet, mon icône, qui lui est un élément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je fais F2, qui lui est un élément, zone icône element. Donc on fait ça une fois, on fait ça 2 fois pour le deuxième icône, on fait ça 3 fois, et voilà. Alors, ensuite on passe à ce bloc-ci. Alors, ce bloc-ci, moi, vu que je n'ai pas voulu vous faire quelque chose de trop long, j'ai directement mis un code RTF qui permet d'afficher ceci et en étant justifié. Alors vous, bien évidemment, dans votre cas précis, ce sera très certainement un champ, soit un enregistrement RTF, donc vous aurez ça qui proviendra d'une base de données, mais en même temps, votre base de données, elle, aura été renseignée par un champ RTF que vous aurez dans votre application. Moi, je n'ai pas voulu complexifier trop les choses, donc j'ai directement collé le code RTF dans ce membre. Voilà. Et donc, pour la partie texte explicatif, donc, on crée notre police. Ensuite, on affecte la police que l'on veut utiliser, la couleur et l'alignement. Et le texte, évidemment, est mis dans le membre texte additionnel. Texte additionnel. Donc voilà. Ensuite, pour la légende, vous savez que c'est un décercle qui sera fait. On a vu tout à l'heure tout ce que la légende attendait. Donc, nous avons, toujours pareil, 4 données. Donc, une bleue, une orange, une rouge et une verte avec leurs textes respectifs. Et donc, vous avez forcément 1, 2, 3, 4 sections avec à chaque fois les textes, la valeur, l'unité, la couleur du texte, la police utilisée, l'ordre d'affichage, c'est-à-dire que celle-ci doit s'afficher en premier, ensuite celle-ci, et vous voyez le 19K, le rem ipsum dolor, c'est justement ici la désignation, et le 19K, c'est ce qui sera affiché dans le graphique. Donc on fait ça 4 fois. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire au final? C'est de renseigner véritablement les données. Donc si je fais un F2 ici, mes données, c'est un ces données, et ces données attendent tout ceci. Donc hop, et donc c'est ce que l'on renseigne ici. Et puis à la fin, donc là, voilà, la donnée c'est quoi? C'est ici, nous avons la police, la désignation, la couleur, oui, la couleur de la pastille. Alors la couleur de la pastille, de toute façon, à chaque fois... ah oui, c'est légende, ça c'est la couleur de la pastille. Là, il y a un petit souci.
Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah oui, là on est encore dans la légende, pardon. Là on est encore dans la légende. Euh, Donc voilà, une fois qu'on a spécifié tout ceci, on a ajouté ceci dans ma donnée. Et puis ici, dans mes données, occurrence, qu'est-ce que l'on fait? Oui, ici, on est encore au niveau de la légende. On rajoute vraiment, on finalise donc l'ajout au niveau de la légende. D'accord. Ensuite, la partie basse. Bah, la partie basse, vous savez, c'est la période d'affichage et ce sont les deux boutons qui sont affichés en bas à droite. Donc, il faut spécifier tout ceci et les deux boutons qui sont deux icônes tout simplement. Donc ici vous avez pour le texte, on spécifie la police, ensuite on spécifie le texte, la police utilisée, la couleur de ce texte et finalement on spécifie les deux icônes qu'il faudra afficher. Une fois que l'on a fait tout ça, ben, on a alors évidemment tous ces codes qui sont redondants, si vous récupérez ça d'une requête, suivant ce que vous alimentez, vous ferez une boucle. Donc forcément, vous n'aurez qu'un bloc. Vous allez réduire le code par 3 par rapport à ce qu'il y a ici, quasiment. Donc ici, je voulais vraiment détailler au maximum pour que vous puissiez vraiment comprendre les choses. Et puis, parce que tout est fait en dur, donc ça fait du code en plus. Mais vous aurez moins de code pour vraiment la procédure récupération données graphiques. Alors, voilà, nous avons donc récupéré les données. Alors, je reviens au niveau de la fenêtre. Alors, je vais fermer un petit peu parce que là, il y a beaucoup de choses d'ouvertes. Oui. Hop, donc je vais fermer la plupart des choses. C'est vrai qu'il y avait un raccourci, j'aurais pu dire fermer tout. Alors, une fois que l'on a récupéré, ici, on va encore spécifier certaines choses. Donc là, je travaille directement sur l'image. L'image qui va accueillir le graphique, je lui dis que sa couleur de fond sera blanche. Je l'ai en même temps spécifié. Ah, c'est parce que... Alors, il y a deux façons de faire. C'est soit lorsque vous dessinez dans la variable de type image, vous spécifiez la couleur de fond et donc quand vous l'affectez ensuite dans cette ligne-ci, je vais afficher le numéro de ligne. Vous voyez ici en ligne 5, ici on aura donc dessiné dans une variable de type image, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Et ensuite, lorsque l'on va affecter au champ image notre dessin, si la variable de type image, on avait spécifié que sa couleur de fond était blanche, forcément le champ image ici aura un fond blanc. Ici, je l'ai spécifié à ce niveau-ci. Voilà, vous faites comme bon vous semble, soit au niveau du champ image, soit au niveau de la variable de type image. Ensuite, ici, CFI, menu... Ah oui, alors ça, c'est parce que je place le menu droit à une certaine hauteur. Forcément, je le place à la même hauteur que la fenêtre. Et pour la position X, je le place en dehors de la fenêtre, donc au point de départ, il n'est pas visible. Et en plus, je lui mets visible point faux. Pourquoi je fais ceci alors que j'ai déjà placé le menu droit en dehors de la zone de visualisation de l'image? Alors je fais ça, c'est parce que souvent, j'ai remarqué, lorsque vous avez plusieurs écrans, si vous ne faites pas la ligne 9, sur l'écran sur lequel vous travaillez, votre menu ne sera pas visible, donc il sera bien caché comme vous voulez, parce qu'il sera hors écran. Par contre, sur votre deuxième écran, vous allez voir cette fameuse fenêtre interne sur le deuxième. Donc ça fait complètement nul, parce qu'on voit votre astuce de comment vous avez déplacé, caché les choses. Donc lorsque vous dissimulez une fenêtre interne ou autre en dehors de l'écran, pensez aussi à mettre la propriété visible à faux. Pardon. Sinon, vous aurez des soucis lorsque vous utilisez du multi-écran. Sinon, ça ne se voit pas.
Et puis, donc voilà, ça c'est encore une affectation respective de variables globale. Donc qui reprend en fait la largeur et la hauteur de votre fenêtre qui affiche donc de notre fenêtre FenGraphic 1. Voilà, quoi vous dire, ça on le verra plus tard, hein. Alors, en fait, oui, ici, ah bah tiens, ça je vais vous le montrer, ça fait partie des astuces, je vous en reparlerai tout à l'heure. Bon, ça c'est pour redessiner le graphe à chaque modification de la taille de la fenêtre. Cependant, si on avait été, entre guillemets, un petit peu bête et qu'on avait dit, ben, dès que l'on modifie la taille de la fenêtre, on relance la procédure de dessin graphique, c'est là que vous auriez un graphique qui clignote. Pourquoi? Parce que si vous passez d'une fenêtre qui fait par exemple 200 pixels de large et vous la passez à 400 pixels de large, imaginons. Ben, vous allez redessiner 200 fois votre graphique. Donc c'est complètement nul. Vous allez faire saturer votre CPU graphique, etc. Et donc vous allez avoir un affichage qui clignote. Ce sera horrible. Comment éviter cela? Ben, à ce moment-là, vous dites quoi? Vous dites, ben, à chaque fois que je modifie la taille de ma fenêtre qui vient, qui accueille le champ image, qui lui-même accueille votre graphique, ben, vous dites, j'arrête mon timer et j'en redémarre un autre de timer à 10, ça c'est 10 millisecondes. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si j'ouvre cette mise à jour affichage graphique, ben forcément, ici, je redis, si jamais cette procédure doit être lancée, tu arrêtes le timer. Et à ce moment-là, on renvoie toutes les informations nécessaires et on redessine notre graphique. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que ça permet quoi? Ça permet que l'utilisateur peut changer la taille de la fenêtre. Ben, je vais vous montrer en fait en direct live ce que ça permet de faire. En fait, ici, vous avez donc, alors je réduis pour que ce soit plus facile à voir. Je vais réduire mes différentes choses. Vous voyez ici, si jamais, alors je vais fermer ça aussi. Ça permet quoi? Ça permet de faire ceci. Vous voyez, mon graphe ne change pas. Si jamais je n'avais pas mis cette notion de timer qui s'arrête et qui redémarre après, ici, là, j'aurais déjà dessiné des milliers de fois mon graphique. Et donc, j'aurais complètement saturé le CPU. Tandis que là, je bouge tout le temps. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas arrêté pendant un dixième, enfin 10 millisecondes. Comme je ne me suis pas arrêté pendant 10 millisecondes, il ne redessine pas le graphe. Là, je me suis arrêté un petit peu plus longtemps, donc il a redessiné le graphe. Et malgré, vous voyez là, il vient de redessiner encore. Malgré tout le jeu incessant que j'ai fait de modification de taille de la fenêtre, ici, je n'ai redessiné que 2 fois le graphe. Si je joue ici, que je fais ça, là, je ne redessine pas le graphe. Par contre, si je m'arrête, ah, là, il vient de le redessiner. Eh bien voilà, c'est une astuce fondamentale qui vous permet donc d'avoir quelque chose de très rapide et qui ne sature pas votre CPU et qui ne cause pas de lenteur. Alors, imaginons que votre client veut faire ceci, il lâche, voilà. Donc, il a fait sa dimension. Durant tout l'agrandissement de son graphique, il n'y a pas eu de recalcul qui est complètement inutile. Et lorsqu'il s'est arrêté parce que c'était la taille qu'il voulait, vous avez redessiné une fois votre graphe. Voilà, ça c'est une astuce fondamentale à connaître. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire ici de ce code. Reprenez-le tout simplement et utilisez-le. Mais alors franchement, à chaque fois, ça permettra d'avoir vraiment des résultats très, très probants. Alors, maintenant, nous revenons au niveau de... Ah bah oui, qu'est-ce qui est important de voir maintenant? Bah, c'est toute la partie donc du dessin du graphe. Mais alors là, vous allez reconnaître les choses, notamment tout ce qui est la partie création donc de mon champ
enfin de ma variable de type image qui va accueillir le graphique, toutes les variables qui sont donc nécessaires pour créer les marges, les variables qui sont nécessaires pour les positions des textes, et ça, ce sont les variables qui sont utilisées à chaque fois que l'on se positionne en haut à gauche du bloc que l'on veut traiter, la couleur du texte, une police qui sera réutilisée plusieurs fois et qu'on l'on réaffectera à chaque fois que l'on voudra écrire un bloc spécifique. Mon chanté, rappelez-vous, le chanté, c'est le champ que l'on crée qui permet donc de calculer la largeur des textes et ensuite de les centrer dans la page. Ce champ d'ailleurs doit être, rappelez-vous aussi comme on l'avait vu, supprimé en fin de procédure pour ne pas générer une erreur lors du relancement, du deuxième lancement de cette procédure de dessin. D'ailleurs, on est à la fin, on dessine dans notre variable image et à la fin, ce que l'on renvoie, donc on fait tout en mémoire, on ne renvoie que cette variable de type image. Voilà, et donc ici, toujours pareil, rappelez-vous ceci, on commence par dire que l'on veut dessiner dans notre variable de type image, on veut l'effacer, on veut gérer la couche alpha, donc notamment pour la transparence. Ensuite, on change le mode, on veut un mode anti-aliasing pour le dessin et pour le texte. Bref, je vais vous expliquer tout ça donc dans la prochaine vidéo en détail, et dans la prochaine vidéo je vous parlerai des astuces parce que là ça fait déjà un petit moment que je vous parle, voilà, ça fait déjà 30 minutes, je vous fais à chaque fois des vidéos de 30 minutes pour pas non plus vous saturer. Donc dans la prochaine vidéo nous parlerons vraiment de tout ce code-ci et des astuces utilisées pour gérer l'interactivité. Voilà, je vous dis à tout de suite.